j'ai été voir le film Kaamelott en avant-première. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à vous, je suppose, qui êtes totalement nouveau sur la chaîne. Je m'adresse à plein de gens en même temps parce que ma chaîne parle de manga normalement, mais j'avais très envie de faire une review sur le film Kaamelott. Donc vous m'excuserez, c'est ma première review, j'ai plein de petites notes sur mon portable, donc de temps en temps je serai sûrement avec mon portable et puis je ferai des cuts, mais c'est pas grave. Alors vous inquiétez pas, surtout ma vidéo sera bien séparée en deux parties, dans un premier temps la partie sans spoil, puis la partie avec spoil. Donc il y aura un marqueur, je vais me démerder, qui sera au-dessus, en dessous, en diagonale, en plein milieu de l'écran, je sais pas, mais il y en aura un, vous inquiétez pas. Bon, avant de parler du film, j'avais envie de parler d'abord de la séance de cinéma, parce qu'on a eu une très grosse surprise lors de l'avant-première. On a eu Jean-Christophe Ambert, donc l'acteur qui joue Caradoc. C'était pas prévu, d'ailleurs j'ai vu que plusieurs endroits en France, il y a eu des acteurs qui ont popé comme ça, juste parce qu'ils avaient envie d'être là, et ça a marché, tout le monde a diffusé un peu partout sur les réseaux qui y avait à leur séance, et nous, en l'occurrence, on avait Caradoc. Donc c'était très amusant, sachant qu'en plus, il nous a fait un petit discours d'entrée à la « fermez vos gueules, sinon je vous défonce ». Ça a fait rire tout le monde, d'ailleurs j'ai jamais vu autant de personnes rire en se faisant menacer comme ça de se faire défoncer, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, et la séance surtout était géniale. Donc en fait, il est resté en plus pendant la séance, il était posé au fond, il est resté pendant tout le film, et il s'est barré juste à la fin, et on a eu la chance de pouvoir faire des photos avec lui. Il nous l'a dit, je ne partirai pas tant que tout le monde n'aura pas eu sa photo. Et rien que pour ça déjà, encore merci à lui. Et sinon oui, la séance était géniale. Je parle pas du film là, je parle vraiment de la séance en elle-même. Les gens étaient ultra respectueux. Je suis pas retourné 50 000 fois hein, depuis la sortie de confinement, etc. Je suis retourné que 2 fois, mais c'est vrai que là, tout le monde était ultra respectueux. Il n'y a pas eu un P, il y a vraiment, tout le monde était, voilà, je crois que même les gens se sont retenus de tousser, je crois, pendant le film. Tout le monde avait son masque, et tout le monde avait clairement il faisait chaud, hein, la salle était remplie, il n'y avait pas une seule place de libre. Pourtant, tout le monde a respecté ça, et tout le monde, voilà, et on a ri ensemble, on a applaudi ensemble à la fin de la séance. Tout le monde c'était vraiment génial, c'était vraiment une de mes meilleures séances, je pense, que j'ai faites, avec certainement une autre que j'ai faite en avant-première, mais c'est pas le sujet. Donc, on enchaîne direct avec la partie sans spoil, naturellement, où je vais vous découdre un petit peu le film, comment c'est passé, en vous reprenant des éléments du trailer, en vous expliquant un petit peu aussi si le film est bon ou pas bon. Sachez que je me considère dans la classe des fans hardcore, je mets des gros guillemets, de Kaamelott, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines, je peux pas ne pas regarder au moins un épisode de Kaamelott déjà. Je regarde très souvent Kaamelott dès que ça passe à la télé, ou alors je sors mes Blu-ray. Et comme vous le voyez derrière, je me suis fait un petit décor spécifique avec toutes les BD, ainsi que le vinyle que je me suis récupéré, que je n'ai même pas pu écouter en tant que vinyle. Par contre, j'avais écouté la BO plusieurs fois avant d'aller au cinéma. Donc déjà, j'ai envie de commencer par quelque chose que je maîtrise moins bien que d'autres youtubeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos de review depuis très longtemps. Moi, c'est ma première, donc forcément, je suis désolé si c'est décousu dans tous les sens, mais j'ai envie de commencer par vous parler du montage et de la lumière, la réalisation du film dans sa globalité. Le film était très bien réalisé. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas la prétention d'un film de grosse production, un blockbuster. Pour autant, il s'en donne les moyens. Je sais pas si vous le savez, ça a tourné quand même pas mal sur aussi les réseaux et tout. D'ailleurs, il y a une conférence là-dessus, mais ils ont pris une caméra exceptionnelle. C'est une Alexa, je ne sais plus combien, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est une caméra dont les gros blockbusters justement se servent. En tête, je pense qu'un film qui va tous vous parler, c'est Avengers Endgame, qui a été tourné avec cette caméra. Donc pour vous dire, c'est un gros budget, c'est un budget qui a pris quasiment un tiers, je crois qu'il l'avait dit, un tiers du budget du film. Et lorsqu'on lui a dit, ouais mais c'est de la comédie, t'as pas besoin de ça, il a dit, ok, bah je vais prendre ça. Voilà, il va à sens contraire, mais ça a fait de superbes images, de superbes effets. Et après, il y a eu le montage que un peu plus complexe. Le montage, on va dire dans les plans et tout, c'était vraiment très agréable à suivre. Quelques cuts entre les scènes qui sont un petit peu décousus, qui sont pas super fluides, et où on se pose des questions sur qu'est-ce qui se passe entre telle scène. Et ça, je reviendrai dessus énormément en détail dans la partie spoil. La partie sans spoil, je vais pas trop vous agresser là-dessus. C'est juste pour vous dire voilà un petit peu mon ressenti. En tout cas, si je fais la comparaison entre la série et le film, ça n'a rien à voir. Il y a une énorme évolution, c'est logique, hein. J'ai rien qu'Alexandre Astier qui s'occupe d'à peu près tout sur le film. Et bah, il a énormément mûri depuis la série, et il sait un peu plus ce qu'il veut. Il s'est occupé d'autres films, d'autres scénarios, etc. Donc il a pu faire beaucoup plus, et surtout bah il a pu faire un film quoi. Ça n'a rien à voir entre la création de quelques épisodes de quelques minutes, un épisode de 45 minutes, un film qui est fait pour le cinéma, pour le grand écran. Donc là-dessus j'étais clairement comblé. J'ai pu voir Kaamelott au cinéma, j'ai pu voir Kaamelott en tant que fan, voir un film Kaamelott, et ça c'était vraiment très agréable. C'était un autre level, c'était pas du tout la même chose. Même l'humour était différent, même s'il était aussi présent, il était pas de la même manière. Et ça, limite, je pourrais vous le mettre un peu dans les défauts. Voilà, je vous l'avais dit, totalement décousu la vidéo. En fait, c'est très bizarre à expliquer, mais ce qui passe très bien en petit écran, et même encore aujourd'hui dans la série, il y a des passages qui me font toujours autant rire que si je les avais découverts pour la première fois. Pour autant, je trouve que cet humour justement de Kaamelott saison 1, 2 et 3 marche beaucoup moins bien dans le film, et je suis étonné
étonné parce que je suis le premier à adorer ce humour-là et il marche beaucoup moins bien. Alors que les blagues du type très sérieuses qui sont plus présentes dans les parties du livre 5 et 6, qui sont présentes un petit peu dans le même style, attention je vous mets des guillemets, c'est pas du tout le même humour, mais dans le même style, voilà, d'humour sérieux, et ben là ça marche extrêmement bien et ça fait vraiment rire. Mais il faut pas oublier que le film il est parti sur quelque chose de beaucoup plus épique, donc quelque chose qui est beaucoup plus intense, qui est avec du drame et tout. On est encore à un autre level. En fait, faut pas s'attendre du tout à ce qu'il y ait une suite de tons, comme d'habitude avec Alexandre Astier on pouvait s'y attendre. C'est que le ton a encore changé et il y a plein de thèmes qui sont abordés dans ce film qui sont super intéressants, mais qui encore une fois dit on dégage le reste et je vous propose quelque chose de nouveau. Et ça c'est ce qui est vraiment très agréable. Donc on va suivre Arthur. Oui, j'arrive enfin sur le résumé. Il serait temps. Bon allez, on se fait résumer quand même. Donc on arrive sur Arthur qui revient malgré lui sur les terres de l'ogre. Et il y a Lancelot qui est au pouvoir, hein, on le sait avec le livre 6. Le problème c'est qu'il a foutu un petit peu le boxon, hein, parce qu'en fait il est à la recherche des chevaliers et d'Arthur, mais ça le fout dans une atmosphère totalement, j'ai envie de dire débile limite. Il est omnubilé par Arthur, par les chevaliers, par la table ronde, et il veut détruire tout ce qu'il y a en rapport avec ça, comme ça avait été dit dans le livre 6, table rase. Et c'est exactement ce qu'il veut faire, sauf qu'en fait il en perd mais complètement tout bon sens et il arrive à faire quelque chose qui va du coup énerver les dieux, en tout cas c'est ce qui est montré, et en fait il va vendre des terres aux Saxons. C'est pas un vrai spoil, vous inquiétez pas. Par contre c'est plus intéressant pour la suite, mais ça sera dans la partie spoil. En faisant ça, ça provoque tout un petit aléa d'événements qui font que quelqu'un retrouve la trace de Vennec, qui va lui permettre ensuite de retrouver la trace d'Arthur et de le ramener au royaume de l'ogre. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Arthur qui va se retrouver dans l'ogre, du coup, en fait, toute sa quête, ça va être de défaire Lancelot. Le problème, c'est comment il va y arriver. Lui qui s'est barré justement du royaume de l'ogre, comment est-ce qu'il va en arriver à finalement s'y réintéresser et à combattre Lancelot pour finalement reprendre peut-être le pouvoir ou autre chose. Je reste très évasif parce que c'est des choses qui ne sont pas montrées dans le trailer. Pour autant, la bataille Lancelot et Arthur, on la voit très clairement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment le voyage et pas forcément la destination, qui n'est même pas finalement la fin en soi. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes autour de ça. Et en fait, une fois que toute cette quête va être réalisée, il va y avoir d'autres éléments qui vont être mis en place pour justement, enfin très rapidement, hein, mais pour le livre 2, le volet 2, parce que faut pas l'oublier, c'est une trilogie qui va nous être amenée pour conclure la saga de Kaamelott. Alors ce que j'ai envie aussi de vous rajouter, c'est le fait que il faut bien rester jusqu'à la fin du film. Apparemment certaines personnes ne l'ont pas fait, mais il y a bien une post-générique, donc après le générique, il y a une petite séquence supplémentaire à la fin qui va vous permettre d'en avoir plus, et cette post-générique elle est vraiment très importante, donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout. Si vous êtes fan, vous allez forcément reconnaître pourquoi c'est aussi important. Si vous ne l'êtes pas et que ça vous intéresse, je parle de cette post-générique et de son importance dans la partie spoil juste après. Et justement, vu qu'on en parle, je pense que je vous ai fait un résumé très concis, certes, mais maintenant je vais vous dire vite fait quand même ce que je pense du film. Le film, en tant que fan hardcore, il a clairement comblé 95% de mes attentes. Ce qui est très cool, c'est que moi je m'étais fait plein d'idées sur plein de personnages, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qui va se passer et tout a été quasiment balayé. Je suis parti beaucoup trop dans l'épique, dans ce que je m'imaginais, et en fait Alexandre Astier il a préféré rester dans quelque chose qui est plus proche de ce qu'il a fait dans la série. Moi où je pensais qu'il allait changer de ton et aussi de caractère pour certains des personnages, absolument pas. Il va garder le caractère de tous les personnages et il va continuer sur cette ligne là pour les créer et pour continuer à les faire progresser. Alors clairement j'ai kiffé. Là moi je vous ai fait une vidéo où j'ai écrit plein de choses dans mon portable pour les avoir à chaud et pouvoir les retraiter plus tard, parce que sinon j'allais tout oublier forcément. Mais moi après cette vidéo là, c'est sûr et certain que je vais retourner voir le film pour en voir plus, parce que je vais avoir envie de voir ces détails, ces choses que je vais peut-être pas justement avoir vu sur ma première lecture, et voir une seconde lecture et voir peut-être d'autres choses. Pourquoi pas une seconde vidéo où je vais apporter vraiment des vrais surplus d'analyse, même si dans la partie spoil je vais déjà pas mal analyser un peu certaines scènes que je trouve très intéressantes et qui vont vraiment montrer certaines choses. Enfin voilà, je vous ai donné mon avis, un micro résumé, et je vous ai parlé de ce montage, de cette différence avec le livre et les films. Je pense qu'on est pas mal, et maintenant on va partir sur la partie spoil. Donc maintenant vous avez le choix, vous pouvez rester ou partir, mais une fois qu'on sera passé à autre chose, c'est terminé, hein. Je ne garantis pas du tout que ça peut vous gâcher ou pas l'expérience du film, même si je sais qu'en allant le revoir, je suis sûr que je vais kiffer encore, même si je sais que j'ai déjà vu. Moi j'ai une liste dans l'ordre à peu près de tout ce qui se passe dans le film, et des points que je trouve importants, qui m'ont vraiment marqué, et aussi des choses que j'aimerais revoir après en détail, et qu'on verra justement après. D'abord je vais vous faire un résumé du film, mais dans sa globalité du fil rouge complet du film. Donc tout d'abord, je vous l'ai dit, il y a Lancelot qui provoque la colère des dieux en vendant des terres aux Saxons. Les Saxons, en fait, ils servent de mercenaires. Ils servent de mercenaires à la recherche des chevaliers, à la recherche d'Arthur, et en leur donnant tout l'argent du royaume, au bout d'un moment, il leur restait plus rien. Donc Lancelot, parce qu'il est en colère, parce que justement, un des Saxons, donc celui que Sting joue,
joue, le provoque en disant Arthur, il aurait jamais permis ça, hein. Je ne suis pas Arthur. Il lui vend les terres, coup de vent, et en fait, voilà, on voit que vraiment les dieux sont en action, qu'il y a quelque chose qui ne leur a pas plus. Et effectivement, le royaume de l'ogre, c'est un royaume dans son intégralité. On joue pas à vendre des terres et à en donner d'autres. Il faut toujours que ça reste propriété complète des personnes auxquelles sont rattachées. Il y a un moment, je sais que dans le livre 5, il y a un bout de terre qui aurait pu être donné au duc d'Aquitaine, mais le duc d'Aquitaine fait partie du royaume de l'ogre. Du coup, ça ne pose aucun problème. Et inversement, il voulait donner un bout de terre à Camelot, ça ne pose pas de problème non plus. Là, on parle de donner des terres à un peuple qui n'est pas du tout du royaume de l'ogre et qui veut peut-être s'en servir pour lui tout seul. Mais ça, on va revoir ça encore un peu plus tard. À partir de là, en fait, on a découvert un personnage qui est aussi un mercenaire, lui, mais qui est pour complètement sa pomme, qui recherche des personnes. Donc là, en l'occurrence, il avait retrouvé un collier certainement volé ou j'en sais rien pour se refaire de la thune. Pas trop de détails sur ce collier, on s'en fout un petit peu. Et en fait, le coup de vent, en fait, c'est là où on sait pas trop. En fait, il y a eu un bruit dans la cale et le bruit, ça pourrait très bien être parce que c'est Vennec qui est dans cette cale. Soit c'est Vennec qui a fait le bruit sans faire exprès, soit c'est bien les dieux qui ont provoqué un bruit pour lui donner l'accent à ce mercenaire-là, qui va trouver Vennec qui est le seul à savoir où est-ce que Arthur a été mis. Arthur qui a été vendu en tant qu'esclave dans une carrière, et du coup ça fait qu'il y a d'autres personnes qui ont compris que c'était Arthur. Ça enclenche tout un processus en fait, et Arthur est retrouvé. Une fois qu'il est retrouvé, il est fait prisonnier, et là ça commence, il est ramené au royaume de l'ogre, il va au niveau du duc d'Aquitaine d'ailleurs, et le duc d'Aquitaine, enfin des soldats du duc d'Aquitaine l'arrêtent en mode c'est qui ces gens-là et tout, et là ça y est, ça commence, on rentre vraiment, je dirais beaucoup plus dans l'humour Camelot de ce qu'on connaît. Ah, libérez-nous, on est des esclaves, on nous a volé et tout, moi j'appartiens à machin. Enfin, il veut vraiment pas rester dans le royaume de l'ogre, hein. Il veut vraiment retourner d'où il vient. Faut les arrêter, faut nous arrêter. On n'est vraiment pas des bonnes personnes, etc. Faites ce qu'il faut. Bon, et puis l'autre, il essaie de négocier, genre oui, non mais il faut pas les entendre parler et tout, vous inquiétez pas. Et là, il y avait un qui fait la reine d'Aquitaine, c'est une pute. Et là, la salle déjà était morte, hein, complètement. Et là, du coup, forcément, ouais, mais la provoque, ça marche bien avec moi. Du coup, il les arrête, il les emmène voir le duc d'Aquitaine. Et le duc d'Aquitaine qui arrive, mais tout guerrier, il s'en fout. On lui a annoncé hein, ce qu'il a dit Vennec, mais il arrive en mode oh mais c'est vous, ça fait longtemps. Hein. Oui, globalement, oui, ça fait longtemps, effectivement. Et puis, ouais, non, mais attendez, il m'a traité de pute, là. Mais non, il vous a traité ah, je sais plus c'était quoi le mot, d'ailleurs, qui sort du d'Aquitaine, un truc à la con, genre grenadine. Parce que c'est pas grenadine, hein, mais à chaque fois, il change les mots. Et c'est excellent. Enfin, il est resté pareil là-dessus, tout gentillet, et il est prêt à pardonner n'importe qui. Enfin, et du coup, en fait, ça entraîne, voilà, ah, vous êtes là, vous revenez. Bon, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, mais ils sont à table et tout. Vous avez peut-être retiré l'épée, machin, c'est mort. Bref. Et là, en fait, il se retrouve, il y a plein de choses qui se passent, en fait. Il va prendre un bain, lui, il veut essayer de le ramener voir la résistance, parce qu'il y a une résistance qui s'est mise en place. Enfin, visiblement, on la connaît pas vraiment. Arthur, il a besoin de vêtements, du coup, il demande les vêtements qui sont foutus là, comme ça, en vrac, avec une tête d'ours. Et en fait, c'est les vêtements de son père, en plus, hein, d'Arthur Pendragon. Du coup, il les prend, et ensuite, il commence à se barrer, et en fait, là, c'est intéressant. Là, déjà, ça commence vraiment à être intéressant, parce que le duc et Arthur marchent tranquillement, dans une direction où, normalement, Arthur est censé se barrer. Le duc l'accompagne pour lui dire, vas-y, c'est pas grave qu'on se barre. Et pendant tout le chemin, il lui dit voilà, vous savez que Lancelot il fait ci, vous savez que Lancelot il tue des enfants, qu'il prend plus d'impôts, qu'il tue des gens, que machin, que si, que truc, il en rajoute, et là il y a le point final, puis vous savez quoi, il y a une rumeur comme quoi ça serait vous qui aurait donné le pouvoir à Lancelot. Et là ça l'achève. Là en vrai ça l'achève, ça se ressent sur sa tête que là il y a un truc qui se casse encore plus, genre putain chier, on me remet ça dans la gueule alors que j'ai rien demandé. Et c'est vrai, enfin c'est pas sa faute parce que c'est Lancelot qui est teubé, hein. Mais Arthur se sent responsable, ce qui est logique, c'est lui qui a permis que ça arrive. Et je peux comprendre tout à fait qu'on se sente mal vis-à-vis de ça. Et du coup, là où ils vont passer une nuit ensemble, et en fait le lendemain matin le duc s'est barré et ensuite il avance un peu tout seul dans la forêt et là il tombe sur Porte, sur son frère, sur alors Yvain ou Gauvin, je sais jamais, le fils du roi Lot, voilà, et d'autres chevaliers qu'on ne connaît pas, enfin qui se sont fait chevaliers sur une table ronde qui est mis avec plein de boue de n'importe quoi, et ils essayent en fait de recréer quelque chose. Du coup il y a tout le monde qui l'appelle Sire. Non, commencez pas, je m'appelle Vazir. Et du coup je suis désolé, on joue comme ça les chevaliers, mais on est risible, on est vraiment nul, etc. Alors il y a plein de choses qui sont pitoyables ici, mais pas à la table. Et là en fait là c'est beau parce qu'il fait voilà, c'est une table qui est modeste, c'est une table qui est machin, et là Arthur commence vraiment à s'exprimer, c'est-à-dire qu'on l'a pas encore entendu vraiment parler depuis le début, et ses premières phrases elles ont directement de l'impact, et on sent que voilà, que c'est un roi, et limite que ça lui manque en fait, parce qu'il est comme ça, il est en train de toucher la table du bout de sa paume de main, il est en train de la caresser comme ça, et puis il explique non mais c'est une table qui est faite de manière très modeste, humble, etc. C'est une bonne table, elle est ronde, comme ça tout le monde peut être autour, pas de coin. On va rappeler, je pense, livre 5 quand il y a eu ce monologue très puissant, et comme ça tranquillement, et là il dit dégage, il s'assoit et allez-y,
présentez-vous au nouveau chevalier en l'occurrence. Et puis et là en fait là pareil, encore une fois c'est très marquant parce que je me présente, je me présente, machin, et là il y a le frère de Bort qui dit non, vous êtes seigneur. À la table du roi Arthur, tout le monde est seigneur. Tout le monde est au même niveau hiérarchique. Et ça c'était beau. Enfin, en fait, voir qu'un personnage qui était un petit peu, vraiment pour le coup débile aussi un petit peu sur le livre 5 où il était pas, voilà, il était un peu con des fois sur certaines choses, là il s'exprime et il dit une grosse vérité, et en fait ça montre un peu tout le respect aussi qu'il y a envers Arthur et toute la puissance qu'a Arthur, en fait, la chose qu'il a instaurée. Table ronde, lui assis, tout le monde autour de lui est au même niveau. Roi, paysan, ce que tu veux, s'il est assis à cette table-là, c'est qu'il y a une bonne raison, et tout le monde vaut la même chose. Je vous l'avais dit, je suis un fan absolu, donc toutes les phrases un peu stylées de Arthur, moi, me montent directement au trip, et celle-ci, elle en faisait clairement partie. Ensuite, ils se font arrêter, ils se prennent un coup sur la caboche, tout le monde se retrouve en prison à Camelot. On voit Mévanouie qui est clairement une connasse qui essaye de récupérer ses filles, parce qu'il y a tout le monde qui s'est fait prisonnier. Donc il y a Arthur, il y a ceux de la table ronde, et on a aussi vu un peu par le passé, on a vu Caradoc et Perceval qui étaient en fait en train de creuser des souterrains dans tous les sens avec Merlin, et en fait ils leur font un discours comme quoi ouais, on est là pour ça, pour ci, pour ça. Et pourquoi on est là? Parce que être en souterrain, c'est trop classe. Ok, ils ont vraiment pas changé ceux-là. Et en fait, à un moment, il y a un mec qui vient demander la main de la fille, d'une des filles de Caradoc, et du coup, ils montent et ils se font aussi embarquer à ce moment-là. Donc tout le monde se fait embarquer au même temps. Tout le monde en prison. Sauf Merlin d'ailleurs qui était en souterrain, avec les autres en souterrain. Et ça va servir juste après parce que Merlin arrive en dessous de la prison, perce un trou, et là il bug aussi parce qu'il voit Arthur, et tout le monde en fait voit Arthur, mais Arthur qui est KO en fait. Il est plus là, il s'est pris un coup sur la caboche, il est toujours pas réveillé, et il y a tout le monde qui le revoit, mais dans un état horrible, et il y a tout le monde qui bug là-dessus. Bon, du coup ils arrivent à s'échapper et tout, ils continuent, et en fait là Arthur découvre que Guenièvre s'est fait enfermer par Lancelot dans la tour du roi Ban, la tour délabrée du roi Ban. Là du coup Arthur décide de la libérer, donc ils y arrivent, il la libère et tout, quelques trucs marrants, et là il y a un autre cut un peu chelou où il se retrouve d'un seul coup avec les Burgondes et les Haut-Dagan. Alors les Burgondes qui ont été attaqués, les Haut-Dagan, pareil, c'est un petit truc qui se passe comme ça, donc je vous l'explique, c'était avant pareil, en même temps que un peu Perceval Caradoc. Les Burgondes viennent attaquer les Haut-Dagan, et les Haut-Dagan ils foncent chez les Burgondes à pied, sans armes en plus, et puis il est comme ça en train de toucher les tourelles et tout, genre ça m'a manqué putain, parce qu'ils ont droit à aucune arme, toutes les armes leur ont été supprimées par Lancelot en fait. Donc voilà, donc ce cut un peu bizarre. Guenièvre qui veut retourner à la tour parce que elle a oublié quelque chose, et puis Arthur du coup qui fait putain, elle commence déjà, et du coup il l'accompagne quand même parce qu'en fait elle lui a fait une tirade sur le fait que c'était la couronne de fleurs du mariage, mais que c'était la couronne de fleurs que Arthur portait, et que ça compte beaucoup pour elle, même si ça compte pas du tout pour lui, enfin en tout cas c'est ce qu'elle lui fait comprendre. Et du coup Arthur a dit bon, je vais chercher un truc, on y va. Ils y vont, et là c'était beau, c'était très beau, c'était une scène qui était très intense parce que Guenièvre est en haut, elle cherche son truc, et Arthur, en fait il y avait tout un truc de liane sur la tour, et un mec avait essayé de conquérir Guenièvre en montant par ce truc là quand ils sont allés la libérer, mais ils ont pas réussi, enfin bref. Et Arthur décide de monter, il monte par là, il monte par les lianes, il arrive tout là-haut, il y a que une musique, il y a pas de parole, il y a rien, il y a que de la musique pendant ce passage là, c'est très puissant. Il monte, il arrive en haut, il se voit, et là ils s'embrassent. C'est la première fois qu'on les voit s'embrasser, et c'est ultra important je trouve ce passage. Dans toute cette scène, je vois Arthur qui dit pardon en fait, qui dit pardon à Guenièvre pour tout ce que je t'ai fait subir en fait. Et Guenièvre sait même plus quoi répondre à ce moment-là, elle s'attendait jamais, je pense, à avoir ça, et là elle l'a eu. Bon, les Burgondes, ils sont déjà venus attaquer plusieurs fois Camelot par le passé, ils sont aussi venus attaquer Camelot à un moment pendant que c'était Lancelot, on les a vus et ils se sont foirés comme d'habitude, ils sont incapables de se coordonner, et là Arthur, Alexandre Astier, même j'ai envie de dire, là cette fois, a réussi à placer un truc qu'il adore, c'est la musique qui est au centre de tout pour lui quand même, vu qu'il a commencé par ça. Et en fait, il a vu que les Burgondes sont très très mauvais en bataille, mais ils sont très bons par contre en musique, ils arrivent à s'accorder et tout. Et ben il a réussi à leur faire comprendre que pour être en rythme, il fallait qu'ils jouent de la musique en même temps d'être dans la bataille et de réussir à se battre. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi enfin à attaquer Camelot et à détruire quelques petits trucs. Pendant ce temps-là, Arthur est passé par une salle secrète et il est parti défier Lancelot. J'en profite parce que j'ai oublié quand même une petite chose, à savoir que entre le moment des Burgondes et de la tour Guenièvre, il y a aussi le passage où Arthur va rechoper Excalibur. Et d'ailleurs à ce moment-là, il y a le Robo Brawl qui est un sport qui est incompréhensible en termes de règles. Il gagne. On sait pas pourquoi, et du coup Arthur retire l'épée qui est en flamme et elle s'éteint. La flamme s'éteint. Est-ce que Arthur a finalement une destinée, machin? On se pose la question, c'est pas grave, il range l'épée et puis next, on avance, c'est pas grave. Donc je reviens à ce passage là, du coup où Arthur ressort l'épée et elle ne flamboie plus, Lancelot qui se moque un peu de lui et qui se moque de ce qu'il a fait, voilà, il continue à en rajouter et tout, et ça reprovoque une nouvelle fois les dieux, et l'épée cette fois, comme on l'a vu dans le trailer, elle devient complètement en éclair, et là
En fait, il se bat contre Lancelot, mais c'est pas Arthur. C'est clairement pas Arthur, il est guidé par autre chose que par ce qu'il fait d'habitude. Là, c'est la vengeance, la colère, tout ce que vous voulez. La colère des dieux aussi en même temps. Il y a plein de choses à nier sur ce passage-là, on verra ça après. Mais c'est énorme comment les impacts, ils sont énormes. C'est juste des coups qui sont pa. C'est toujours le même coup qui est asséné en mode je vais te défoncer. Et au moment où il est sur le point limite de pouvoir l'achever, il n'y arrive pas. Et en fait, il y a une séquence de son passé qui arrive où il a tué quelqu'un déjà, mais dans son enfance et par amour en plus. Et ça l'a marqué à vie. Et c'est en fait, on comprend aussi, encore une fois, comme dans le livre 6, ça expliquait plein de choses sur le passé. Cette fois, on a une explication sur pourquoi Arthur ne veut pas tuer. Il a déjà tué, il a tué très jeune et ça l'a marqué à vie. Il ne veut plus tuer qui que ce soit. Et ça se voit encore là parce que même quand Lancelot est à terre devant lui, désarmé, qu'il a une épée en éclair et tout, qu'il est encore vénère, ses yeux, on voit de la colère, de l'énervement, tout ce que vous voulez. Il peut le tuer, il ne le fait pas. Et Lancelot lui dit, vous êtes faible, vous n'avez pas changé. Et puis il se barre. Et là, les Burgondes continuent de détruire Camelot, parce que c'était sous les ordres de Arthur de toute façon. Et Arthur se fout sur la table, comme ça. Les bras écartés, tout ça. Il lâche son épée. Il n'en a plus rien à carrer. Et en fait, il attend. Et clairement, il attend la mort. Une nouvelle fois. Il est comme ça. Il regarde ses cicatrices. À nouveau, il est comme ça. Et c'est très triste comme passage. C'est ultra prenant parce qu'on sent qu'il est toujours pas libéré de ce fardeau-là. Toujours pas. On vient le sauver, heureusement. On vient récupérer l'épée pour lui. Il se barre. Camelot est détruit. Ça y est, c'est terminé. Et après ça, voilà. Donc on a plein de petits passages sur la reconstruction un petit peu de ce qui est en train de se faire. On a plein de petits passages courts en fait pour expliquer un petit peu le film, sa finalité, ce qui va se passer. Et on a Lancelot du coup qui s'est barré, qui revient dans la tour du roi Ban et on voit un truc spectral en train de se dessiner et en fait on comprend très clairement que c'est son père, que c'est le roi Ban qui est là, qui sort de la tour et qui le regarde. Donc ça on sait très bien que c'est un truc pour le volet 2. Et voilà, on a plein de petites choses comme ça qui sont mises en place et ensuite on a la finalité avec les Saxons qui sont tranquillement installés dans leur terre. Arthur qui arrive, toujours en compagnie de Perceval pour les réunions et qui demande bon bah du coup vous avez vos trucs mais en fait les terres de l'ogre c'est voilà, je sais que c'est compliqué hein, mais en fait faut toujours que ce soit à nous. Ah mais c'est toujours à vous. Ah vous réclamez pas l'indépendance? Ah non on est dépendant à Camelot voilà. Mais ok d'accord mais on vous paiera pas en tant que mercenaire. Ah non mais nous on a de l'argent. D'ailleurs si vous en voulez on peut vous en prêter. Voilà et ça finit comme ça avec enfin ça finit comme ça. Je sais plus trop, ça finit comme ça ou c'était le petit passage qui arrive après, je sais plus, mais en gros, il y a Sting qui est comme ça. Alors, moi je vous demande juste une chose, c'est de faire partie voilà, de la table ronde. Et du coup, c'en est où le Graal? Ok, d'accord, les Saxons ils veulent le Graal. Clairement, ils veulent ça. Donc bon, après en positif, négatif, je sais pas, peut-être qu'ils veulent vraiment participer à la quête du Graal et en faire participer à tout le monde, peut-être qu'ils le veulent juste pour eux, j'en sais rien, mais ça se finit comme ça. Et après, on arrive sur la post-générique. Post-générique qui est ultra forte, moi personnellement. Je pense que dans l'avant-première, il n'y avait que des fans absolus parce que après la post-générique, il n'y a pas eu un seul bruit pendant 10 secondes. Tout le monde a compris l'importance de cette scène. Donc, je vais vous l'expliquer. Il y a Méléagant, donc Méléagant, l'homme en noir, l'homme qui apporte la réponse, hein, qui est souvent avec Lancelot dans le livre 5 et qui a été avec la fin de César d'ailleurs dans le livre 6, qui rampe dans la neige et qui mange la neige et se retourne. Si vous l'avez pas, de pourquoi c'est aussi fort comme scène, je vais vous lire, parce que je l'ai récupéré, exprès pour la vidéo, j'ai récupéré un monologue qu'il a fait lui. Méléagant a fait ce monologue et l'a dit à Lancelot la première fois qu'il le revoit dans le livre 5. Tout simplement. C'est quand il est dans les montagnes, etc. J'ai enlevé un petit bout qui servait à rien pour juste prendre l'essentiel. C'est parti. Moi, quand je n'ai plus rien à faire ici, je me retire. Plus une goutte d'eau, plus un rayon de soleil. Je me dessèche de la tête aux pieds, en un petit cadavre sous un tas de feuilles. Les saisons me survolent sans me soupçonner. Et puis un jour, la corneille raconte qu'elle a entendu au loin quelqu'un qui recommence à pleurer. Guenièvre, Guenièvre. Alors là, j'ouvre un œil, je rampe, mangeant la neige, léchant l'eau croupie. Et mes ennemis tressaillent, car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Ça, c'est très puissant. C'est très puissant parce que ça veut dire, Méléagant, il est là. Il revient. Et en fait, le tressail, c'était pour nous. Et nous, on tressaille parce qu'on le voit qu'il est de retour. Et là, vraiment, dans la salle, il y avait une tension pendant 10 secondes. La post-générique s'est terminée. La lumière s'est rallumée. Personne n'a bougé. Et moi, le cœur était en train de palpiter à fond, quoi. C'était fou. Déjà, cette post-générique était fantastique. Rien que pour ça, déjà, le film valait tout. Pour cette post-générique, elle était incroyable. J'ai rarement vu une post-générique aussi fabuleuse. Ensuite, si on parle du film, donc je vous l'ai déjà dit, le film, moi, je l'ai adoré. Il y avait plein de choses qui allaient, d'autres choses qui allaient pas. Mais en globalité, je vous l'ai dit, 95% du film était une tuerie. Je vous l'ai déjà dit, l'humour, des fois, qui passe pas bien et des fois, qui passe très bien. À un moment, par exemple, dans l'humour plus sérieux, il y a les Burgondes qui sont en train d'attaquer Camelot et qui
y arrivent pas, et ils sont en train de dire non mais ça se trouve en fait on sait pas nous, mais ça se trouve c'est un spectacle, faudrait peut-être donner une petite pièce, non? Et quand il sort ça, Dagonet, c'est tellement dit naturellement, je vous jure, moi je le fais pas bien, je suis pas acteur, mais c'était à mourir de rire vraiment, et puis tout le monde rigolait, donc globalement j'étais pas tout seul, donc je considère que c'était la majorité. Bon, ensuite, comment est-ce que je peux réussir à vous prendre tout ça sans vous perdre? Je vous ai expliqué tout le film. Je vous ai parlé des scènes de cut qui étaient très cheloues. Justement, vous avez compris pourquoi j'étais décousu, c'est parce que des fois les scènes, elles sont cutées d'une manière vraiment très bizarre. À un moment, on a le duc d'Aquitaine qui marche avec Arthur, je vous l'ai dit. Et au moment où Arthur se réveille le lendemain et qu'il se retrouve à la table ronde, le duc d'Aquitaine disparaît. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, je dirais, on comprend qu'il s'est réveillé, qu'il s'est barré avant, mais il est parti où? On le revoit pas du tout de tout le film, c'est-à-dire qu'on le voit vite fait au début, et basta, c'est terminé. Ensuite, on avance et tout, on récupère Guenièvre, et d'un seul coup, ils vont récupérer Excalibur. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il a décidé de récupérer Excalibur, alors que depuis le début, il dit non, je ne la récupérerai pas. Qu'est-ce qui a changé? On s'en doute, c'est la table, c'est le machin, mais c'est que des on s'en doute. Il n'y a pas d'explication orale avec j'y vais, je le fais. À chaque fois, en fait, on sent, et c'est peut-être fait exprès, mais on sent cette tension de Arthur qui est, c'est pas son choix, c'est pas son fait. Il est dicté par les autres et il fait ce que les autres attendent de lui. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, ce moment où il est sur la table et tout et qu'il est prêt encore à mourir, c'est que tout ce qu'il est en train de faire là, il en a pas envie en fait. Il veut pas reprendre le pouvoir, il veut pas cette épée, il en veut pas, il en veut plus. Et c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que les cuts sont là exprès et en même temps, ils me perturbent énormément parce que j'ai besoin d'explications. Et je pense que le pire cut, parce que là vraiment je voulais en voir cette fois beaucoup plus, c'est le cut où il récupère Excalibur, fait bon allez on y va, cut, et il se retrouve dans la tente avec les Burgondes, Léodagan et tout le monde autour en train de bouffer. Je vous assure que par contre quelque chose que j'attendais énormément, c'était de voir la rencontre Léodagan-Arthur après tant d'années. Vraiment, je voulais vraiment voir cette rencontre, voir comment ça allait se passer, parce qu'on a deux caractères très forts, un qui est complètement barré et qui veut cramer des gens et tout, mais qui a compris dans sa finalité que Arthur était nécessaire. On a Arthur qui, mine de rien, a eu à son service Léodagan pendant de nombreuses années et ils se comprennent mine de rien quand même très bien, ils se complètent quand même vachement bien. Pour moi, c'est un père et son fils, mais je suis sûr qu'ils se comprennent parfaitement bien et que j'aurais voulu, je sais pas, qu'ils se voient, un regard, un hochement de tête, genre merci d'être revenu, quelque chose, je sais pas, j'avais besoin de cette marque d'amitié ou de respect que je n'ai pas eu, que je n'ai pas vu. Ça me gêne quand même pas mal. Mais bon, à part ça, il n'y a pas eu non plus des masses de trucs. Bon là, je vais partir loin dans l'analyse, mais vu qu'on a des cuts un peu particuliers, au moment où Arthur monte la tour et embrasse Guenièvre, qu'est-ce qui se passe après? On sait pas. Ça se trouve, ils ont couché ensemble et ça se trouve, il va y avoir un gosse qui va arriver dans le livre 2. Parce que le côté, il a un fécond qui est dans le livre 5, vous m'excuserez, mais on n'en sait pas du tout les tenants et les aboutissements. Ça se trouve, c'est faux, c'est vrai, on n'en sait rien. Mais globalement, ça se trouve, il y a quelque chose qui s'est passé là actuellement et on ne le sait pas et on ne l'a pas vu qu'il y a des cuts qui cassent plusieurs heures comme ça. Puis c'était tranquille, hein, dans une tour, en haut, il y a un lit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, les petits. Quand Arthur retire l'épée, les flammes elles s'arrêtent. Est-ce que ça veut dire que son destin est brisé, qu'il ne pourra plus jamais rien faire? Alors moi j'y vois autre chose, j'y vois une perte de la lumière. Excalibur, c'est une épée qui amène tout le monde autour d'elle, qui fédère autour d'elle, c'est une épée qui fédère, c'est une épée de la lumière qui guide un chemin vers la lumière, vers le Graal. C'est comme ça que je l'ai toujours pris. Et là aujourd'hui, ne plus avoir la lumière, c'est-à-dire que déjà Arthur ne va plus vers le Graal. Ensuite, quand l'épée se transforme en foudre complète, c'est la colère des dieux, c'est la colère, c'est l'énervement, c'est la vengeance. Il y a plein de sentiments du coup qui diffèrent en fonction visiblement de cette épée et qui peut visiblement changer en plus de capacité. Et là, on sent clairement que les dieux, ça pourrait être plein de choses. Ils pourraient être en colère contre Lancelot, ils pourraient être en colère contre Arthur. Ils lui donnent ce pouvoir-là parce qu'ils n'ont pas envie de lui en donner un autre. La lumière n'est peut-être plus pour Arthur, mais par contre, il a le droit d'être en colère et vu que c'est toujours lui qui est le seul et unique à pouvoir retirer l'épée, il a quand même le droit à certains pouvoirs, juste parce que Lancelot les a aussi blessés. C'est très compliqué, mais cette épée, je la trouve vraiment très violente. Après, elle n'est plus là, elle n'est plus présente. On sait pas s'il va récupérer sa flamme, on sait pas s'il va juste récupérer l'électricité. Peut-être qu'il n'aura plus rien, peut-être qu'il ne mérite plus rien, on ne sait pas. On revoit aussi Audrey Fleurot, enfin la Dame du Lac, qui l'engueule, retirez-moi cette putain d'épée. Finalement, on la voit pas très longtemps, et en plus, elle ne retrouve pas son plan, visiblement. En tout cas, on n'en sait rien, on n'en sait pas plus. Et de toute façon, elle ne pourrait récupérer son plan. J'imagine que si la lumière était jaune, l'épée de la lumière, celle qui guide, et pas celle qui est celle de la vengeance, de la colère, comme je l'imagine. Ensuite, j'avais envie de revenir aussi sur une phrase qui m'avait... Deux trucs qui m'ont marqué de Méléagant, je reviens sur le personnage, qui a dit deux choses dans le livre 6 et dans le livre 5. Dans le livre 6, tout à la fin, quand il voit Lancelot, vous avez récupéré les pouvoirs, les pleins pouvoirs, etc. Maintenant, vous faites table rase. Et finalement,
c'est con à dire, mais c'est Arthur qui fait table rase. Arthur qui provoque la chute de Camelot, qui fait détruire Camelot. Et il y a bien une table rase qui a été faite, parce que la table déjà ronde est cassée, et ensuite Camelot est brisé. Donc il va falloir quelque chose de nouveau. Et ensuite je reviens sur une autre phrase que Méléagant a dit à Arthur. Il lui a dit, dans le dernier épisode du livre 5, il lui a dit « Vous retournerez à Camelot et rien ne sera plus triste que vous ». Et ça a été le cas, mais ça l'est encore. Il retourne à Camelot et il est encore triste. Il provoque encore, il était prêt à mourir à nouveau. Clairement, quand tu t'allonges comme ça et que t'attends ta pierre, tu te suicides en quelque sorte. Donc il était prêt à refaire à nouveau cette action, de manière peut-être moins personnelle cette fois, mais pour autant, on sent qu'il est encore très triste et très impacté par tout ça. Il n'est toujours pas soigné de ça. Et ça importe énormément sur le personnage et son ressenti. Il a pourtant réussi à avoir un pardon de Guenièvre, ou en tout cas à réussir à s'excuser envers elle, et pour autant, il n'a pas envie de rester pour elle. Ça aussi, il faut le prendre en compte, parce que l'événement s'est passé, et pour autant, il était prêt encore une fois à mourir. Et enfin, j'aimerais faire aussi un petit passage avec le fait qu'on voit le roi Ban. On voit le roi Ban, et à un moment, dans les épisodes des premières saisons, et là c'est une analyse qui va encore plus loin peut-être que tout le reste, mais on a Bort qui va souvent voir Arthur en disant j'ai vu un spectre, le spectre de votre père qui crie vengeance. C'est bien le mot spectre qui est utilisé, vaporeux, et c'est quelque chose qui avait été utilisé pour désigner le roi Ban à un moment par Guenièvre, genre il y a des vapeurs et tout, on sait pas trop ce que c'est, ça fait flipper, et clairement c'était une forme de spectre, et c'était vaporeux. Bon, vous allez me dire un spectre c'est vaporeux, mais dans le principe c'est les mêmes descriptions. Peut-être que on va revoir aussi Pendragon qui va revenir, sachant qu'à un moment Pendragon il revient juste au début vu qu'il porte les vêtements de son père. Donc Pendragon est remis en avant. C'est ça qui m'a perturbé, c'est qu'on reparle de Pendragon et on voit le roi Ban. Il y a deux confrontations de deux personnes qui sont techniquement parlant connues, et peut-être qu'on va en voir plus ensuite dans le second volet. Et enfin, comme je vous l'ai dit, les Saxons qui ont leur propre terre, qui restent dépendants à Camelot et qui pour autant veulent visiblement aussi avoir le Graal. Est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en mal? Je n'arrive pas à le savoir. Clairement, on a l'impression qu'ils veulent manipuler. Mais peut-être que leur manipulation, c'était de faire partie du royaume de l'ogre et de profiter du Graal, et peut-être d'assister Arthur, et non pas forcément en négatif. Dans tous les cas, Lancelot, lui, va préparer encore quelque chose, ça c'est certain. Waouh, j'ai beaucoup plus parlé que ce que je pensais, j'ai déballé à peu près toutes les infos et tout ce que j'avais envie de donner sur ce film, sur mon ressenti. Vous l'avez compris, je suis un très grand fan, j'essaye d'en apporter le plus possible, je ne sais pas du tout si ce que j'ai dit va être vrai, faux, si mes analyses sont complètement débiles ou non, et surtout si mon résumé est propre ou non. Dans tous les cas, je sais que cette vidéo est complètement décousue dans tous les sens, mais c'est pas grave, vous avez l'avis d'un fan. Enfin voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à donner vos avis aussi, peut-être vos analyses et vos propres choses, on peut en discuter peut-être, à partager, liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt, et peut-être dans une future review de film, on ne sait jamais. Salut!